Bonjour et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg consacrée aux dernières actualités de votre ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central. Nous allons passer une petite heure ensemble et cette session va être animée par Grégory Duboz, directeur commercial Dynamics 365 chez Apsis Cyborg, et Catherine Lange, responsable projet et ingénierie formation chez Apsis Cyborg également. Donc tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Grégory, bonjour Catherine. Bonjour Marie. Bonjour Je vous Marie. laisse. J'espère que tout le monde va bien pour cette première session d'une longue série, puisque nous allons organiser ça tous les 6 mois, ce qui est la fréquence de la mise à disposition de mise à jour majeure de la part de notre éditeur. Donc ce qu'on vous propose en termes d'agenda pendant cette heure de présentation, donc tout d'abord un rappel de nos offres et de nos services, ainsi que de nos chiffres clés pour 2022. Nous enchaînerons ensuite sur le sujet principal de ce webinaire, à savoir la présentation des nouveautés de Microsoft Business Central en version 22, en termes d'ergonomie, de gestion des approvisionnements, gestion commerciale et gestion financière. Et puis, nous aurons en fin de réunion un temps dédié aux questions-réponses. Donc, Apsis Cyborg, petit rappel et quelques actualités sur 2022. Donc, depuis 36 ans, nous sommes spécialisés dans le conseil, l'intégration et l'assistance de solutions de gestion, avec 2 partenariats forts et historiques avec Microsoft, donc sur la partie ERP avec Business Central, et sur le CRM avec Customer Engagement. Concernant Sage, on est présent sur toutes les lignes de produits, de la ligne 100 à l'ERP Sage X3 en passant par la gestion financière et comptable Sage 1000. Et au fur et à mesure, nous avons complété ces offres avec de nouvelles solutions full SaaS comme Kyriba pour la gestion de la trésorerie ou encore Luca pour la dématérialisation des process RH et la gestion des notes de frais. En 2022, on a réalisé un chiffre d'affaires de 77,7 millions d'euros, ce qui représente une croissance de 8% par rapport à 2021. Pour 535 collaborateurs qui sont aujourd'hui répartis sur nos 15 agences, dont 2 à l'international. Et à date, ce sont plus de 3300 clients qui nous font confiance. Et nous disposons d'un réseau de partenaires dans le monde de 25 sociétés qui nous accompagnent, notamment pour nos clients français qui ont besoin de déployer la solution Microsoft dans leurs différentes filiales à l'international. Si maintenant on fait un focus sur notre activité MS Dynamics 365. Nous sommes le premier intégrateur en France des solutions Dynamics 365 qui se compose en 3 grandes familles, à savoir l'ERP avec Business Central et ses apps. Donc, je reviendrai sur cette notion dans le prochain slide. Le CRM avec Customer Engagement pour pouvoir gérer sa force commerciale, ses campagnes marketing ou encore son service client. Et enfin, Microsoft 365 qui regroupe toutes les solutions connues et reconnues, solutions bureautiques et collaboratives de Microsoft, mais également la Power Platform avec notamment Power Apps, qui va permettre le développement d'applicatifs en no-code, du Power Automate, qui va permettre d'automatiser des tâches, mais également de paramétrer des workflows, de créer des notifications, du Power Pages, qui s'appelait Power Portal auparavant et qui vous donne la possibilité de créer simplement des portails clients, par exemple, mais on peut faire également d'autres choses, ou encore du Power BI pour la génération de tableaux de bord et de KPI. Alors, Microsoft Dynamics 365 aujourd'hui, c'est vraiment une offre hyper stratégique pour l'éditeur. Si on prend au niveau mondial, en 2022, Business Central est l'ERP qui a connu la plus forte croissance sur le marché, avec 25 000 nouveaux clients depuis la sortie de cette nouvelle version. Plus de 3300 partenaires aujourd'hui sont au service de l'intégration de Business Central dans le monde. Et depuis les dernières versions, toutes les adaptations ou les développements spécifiques doivent être réalisés sous forme d'apps qui ne doivent pas impacter le cœur de la solution. Donc, soit ces apps sont réalisées de manière confidentielle pour un client, soit elles peuvent suivre
un circuit de certification pour être proposé sur l'App Source de Microsoft à l'ensemble de la communauté. Donc à date, c'est plus de 4000 apps qui sont disponibles sur cette marketplace et ce chiffre ne fait que doubler chaque année. Donc sur ce dernier point, AppSySyborg a développé ses propres apps, notamment une app qui s'appelle Dynamics Key Suite et qui répond et qui va vous permettre de répondre à des besoins de gestion d'affaires pour des sociétés de services ou même des sociétés industrielles qui font de la gestion d'affaires à industrielle. Nous proposons également d'autres apps, notamment des apps de l'éditeur Yaveon, qui s'appelle ProBatch et qui va permettre de répondre à des sociétés dans le secteur du semi-process avec des fonctionnalités complémentaires de traçabilité, de gestion de l'eau, de gestion de qualité ou de gestion de non-conformité. Au niveau de la France, ça fait 35 ans aujourd'hui que Microsoft est présent sur notre territoire avec 2000 collaborateurs, essentiellement situés sur le campus d'Issy-les-Moulineaux. Toutes les données hébergées BC en mode SaaS sont désormais hébergées en France au travers de 4 data centers qui sont situés à Paris et à Marseille. Et pour mieux partager leurs innovations, notamment on parle beaucoup en ce moment d'IA, on reviendra sur ce sujet, et les cas d'usage que cela peut représenter donc pour les clients finaux, Microsoft a récemment créé 5 nouveaux labs, en plus de celui situé historiquement sur Paris, en région, à Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon et Marseille. J'en ai terminé pour cette première partie. Je vous propose de laisser la main à Catherine pour la présentation des nouveautés. Oui, bonjour à tous. Alors, nous allons commencer sur les nouveautés. Alors, tout d'abord, préalablement à la présentation, un petit peu une présentation du cycle de vie de la solution. Donc, maintenant, Microsoft propose 2 fois par an des versions majeures, une qui sort au mois d'avril et une qui sort au mois d'octobre. Et entre les deux, mensuellement, vous allez avoir des versions dites mineures qui vont intégrer des correctifs et qui vont aussi compléter les sorties de versions. Donc, quand vous êtes installé en mode SaaS, ces mises à jour sont appliquées au fur et à mesure et de façon automatique. Pour les versions on-prem, il faut donc prévoir la mise à jour et savoir que maintenant, le cycle de maintenance fonctionnelle est de 18 mois. Donc, vous allez avoir pendant 18 mois les corrections et les nouveautés légales pour les versions maintenues. Et pour la présentation, nous allons travailler dans la version BC22, donc qui est sortie en avril 2023, point 2, c'est-à-dire la deuxième version mineure de la 22. Et nous allons aussi travailler en client web. Nous allons aborder le vif du sujet avec l'ergonomie. Je vais vous montrer une nouvelle façon de mettre des pièces jointes, une amélioration de personnalisation dans les menus des documents et un affichage des titres de colonnes plus lisibles. Donc pour les pièces jointes, l'ajout de pièces jointes se fait maintenant avec une possibilité de glisser, déposer de celle-ci, sachant que vous avez toujours la possibilité d'ouvrir un explorateur de fichiers. Les menus, pour maintenant, si vous avez la nouvelle barre de menu qui est activée, cette version permet aussi, dans les lignes, d'aller réorganiser les informations que vous pouvez voir. Et puis, en ce qui concerne la lisibilité, de façon historique, vous aviez régulièrement les titres de colonnes ainsi que les montants qui étaient pas alignés. Et donc maintenant, à partir de cette version 22, les titres et les chiffres sont alignés. Nous allons passer ensuite à la partie chaîne d'approvisionnement.
où le mot d'ordre est la simplification des usages. Alors, nous allons avoir 3 changements dans les ordres de transfert. Puis, dans les flux logistiques, la capacité d'utiliser des articles non stockés qui vont être envoyés en même temps que les expéditions, et puis en même temps une gestion des numéros de série et de lot qui va être simplifiée dans les feuilles de saisie. Alors, nous allons commencer par les ordres de transfert. La première chose, ça va être la possibilité de sélectionner plusieurs articles pour aller les intégrer dans les lignes des ordres de transfert. La deuxième chose, c'est la validation par lot. Ici, nous avons 3 ordres de transfert, dont le premier est ouvert, et nous avons la possibilité maintenant de lancer une validation par lot qui vous propose des filtres pour ne prendre que les ordres de transfert que vous souhaitez. Ici, nous n'allons prendre que les ordres qui sont lancés et nous allons pouvoir vérifier ensuite que le premier qui était ouvert reste toujours à expédier, alors que les suivants ont bien été expédiés. Les flux logistiques. On va pouvoir annuler notre expédition. Ici, si une des expéditions a été faite à tort, on va pouvoir utiliser la fonction d'annulation des expéditions, fonction qui est proposée à partir des lignes et les fonctions avec lesquelles vous êtes familier dans d'autres expéditions. Et on va pouvoir vérifier ensuite dans l'ordre de transfert que la quantité est de nouveau à expédier. La suite, les articles non stockés. On va pouvoir avoir des commandes dans lesquelles on a des articles ou des ressources ou des comptes généraux qui ne sont pas présents sur les expéditions ou les réceptions entrepôts. Et donc, ce sont ces lignes-là qui vont pouvoir être maintenant envoyées en même temps que le document entrepôt est validé. Alors, la première chose, c'est un paramètre à activer dans les ventes ou les achats pour savoir comment on va pouvoir valider ces lignes. Alors, 2 possibilités, où on va définir les lignes que l'on souhaite attacher, ou on va prendre toutes les lignes. Donc, ici, excusez-moi, donc ici, on passe dans ma commande de vente. Alors, j'ai décidé d'envoyer une machine à café avec un certificat de garantie et une ressource qui va faire la mise en service. Alors, mon certificat de garantie, c'est ce qu'on appelle un article hors stock. Vous voyez, le type de mon article est hors stock, ça veut dire qu'il n'est pas géré en stock, comme son nom l'indique, et donc il ne va pas faire partie de mon expédition entrepôt, tout comme la ressource que l'on a en dernière ligne. Donc, ce que je vais faire, c'est affecter ces lignes-là par la fonction qui est affecter les lignes à ma ligne de machine à café. Donc, vous pouvez vérifier que les lignes sont attachées. Alors, on va donc avoir des nouveaux champs attachés à la ligne numéro et nombre de lignes attachées qui sont disponibles en visualisation pour ce que l'on vient de rattacher. Ensuite, on va pouvoir valider, créer notre expédition entrepôt. Entre-temps, vous avez pu remarquer que je n'ai pas lancé ce document. Donc ça, c'est aussi une des nouveautés de la version. Donc, mon document est créé. Je valide mon expédition et je vais ensuite retourner dans ma commande de vente. Et là, dans la commande de vente, vous pouvez voir que toutes les lignes ont été expédiées. On n'a pas eu besoin de faire une autre manipulation pour tout envoyer. Donc, voilà pour
le flux logistique. Ensuite, la traçabilité. Alors, vous savez que dans les feuilles de saisie, en fait, on n'a pas au niveau de la ligne des informations de numéro de série et de numéro de lot. Donc maintenant, dans le nom de la feuille, j'ai coché l'information qui concerne la traçabilité sur les lignes. Et donc, je vais voir apparaître ces informations de numéro de série, de numéro de lot, de date d'expiration et de date de garantie. Et je peux compléter ma ligne avec mon article, mon numéro de lot, la date d'expiration, la quantité. Et je vais pouvoir vérifier ce que j'ai noté, puisqu'on a toujours la possibilité d'accéder aux informations de traçabilité. Nous allons ensuite valider cette feuille et vous remarquerez que nous avons l'aperçu de validation. Donc ça, comme dans les feuilles de comptabilité, on va pouvoir visualiser. Nous avons une erreur sur le numéro de document et nous allons aussi pouvoir renuméroter notre feuille de saisie, ce que nous n'avions pas auparavant. Donc voilà ce qui clôture le flux logistique, la chaîne d'approvisionnement. Nous allons passer à la gestion commerciale. Alors, 3 points aussi. La politique de validation des documents, puis quand nous avons plusieurs sociétés, une configuration différente pour l'intersociété et une grande nouveauté qui est la synchronisation de données entre différentes sociétés. Nous passons d'abord à la validation. Alors, pour la validation, actuellement, quand on est sur un document de vente ou d'achat et que l'on veut le valider, donc dans les commandes, on a un choix multiple. On peut expédier, si je prends le cas d'exemple des ventes, on peut facturer et on peut expédier et facturer. Le nouveau paramètre que nous avons dans les paramètres utilisateurs, donc c'est gérer à l'utilisateur, va nous permettre d'empêcher la validation de la facture ou de n'autoriser que la validation de la facture en faisant en même temps l'expédition ou la réception. Notre premier exemple, c'est pour les ventes de obligatoirement facturer les ventes. Donc pour l'utilisateur, on lui met la stratégie de validation obligatoire et dans ma commande de vente, maintenant, le message qui va apparaître, c'est « Souhaitez-vous valider l'expédition et la facture ?» Il n'a plus le choix. Et pour mes achats, on va interdire cette facturation. Donc, dans la commande d'achat, quand il va vouloir valider, il va simplement avoir la question « Souhaitez-vous valider cette réception ?» Alors, ce paramètre va affecter les documents de commande, de retour, d'expédition entrepôt et de prélèvement et rangement de stock. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était l'intersociété. Donc, on est dans un cas où plusieurs sociétés sont créées dans une même base de données, dans un même environnement. Et les transactions intersociétés permettent de simplifier les transactions entre les sociétés. Donc, c'était toujours un paramétrage un petit peu de droite et de gauche. Donc, tout a été regroupé sur une seule page. Donc, cette amélioration consiste plutôt en une évolution plutôt que dans un changement fonctionnel. Donc, on retrouve donc, sur cette page les paramètres, les partenaires intersociétés et en même temps des liaisons vers le paramétrage du plan comptable et des axes analytiques. Si je change de société, je vais pouvoir retrouver sur l'autre tableau de bord des piles qui vont permettre d'avoir un accès rapide aux pages des transactions entrantes et sortantes. Le point suivant, ce sont les données de référence. Donc, toujours dans le cas où on a plusieurs sociétés, on va pouvoir synchroniser des données, des tables
d'une société vers une autre. Donc ici, je vais vous prendre un exemple où je vais créer une nouvelle société. Donc effectivement, on va pouvoir regarder, je prends l'exemple des groupes contacts clients, que cette information est vide. Donc la première chose que l'on va faire quand on va configurer cette gestion des données de référence, c'est d'aller indiquer la société mère, c'est-à-dire la société qui va avoir les données que l'on souhaite recopier, en tout cas celles qui sont la source. Et on va activer notre synchronisation. Donc une fenêtre s'ouvre qui indique les différentes étapes. La première chose, c'est vérifier les tables qui sont à synchroniser. Donc là, on a bien nos groupes contacts clients. Donc on va voir le statut des différentes tables qui sont proposées. Donc le statut est activé, ça veut dire que ces tables vont pouvoir être synchronisées ou dupliquées ou répliquées selon le vocabulaire que vous utilisez. Mais table par table, on va pouvoir aussi aller vérifier les champs qui sont proposés. Donc tous les champs sont proposés, mais on va là aussi pouvoir activer ou plutôt désactiver certains champs. Donc si on continue, on voit aussi que l'on peut filtrer les informations. Donc sur la société source, on ne va pouvoir ne synchroniser que certains enregistrements que l'on va filtrer. Et tout ça va se faire via les files d'attente des travaux qui sont créés automatiquement. Ensuite, on va démarrer la synchronisation initiale. Donc la première synchronisation, on a toutes les tables, on la lance. Elle va se faire en arrière-plan. Et donc, on va pouvoir aller vérifier maintenant que l'on a bien dans nos groupes de comptabilisation les informations qu'on en avait dans l'autre table. Donc, tout à l'heure, elle était vide. Maintenant, c'est renseigné. Et pour aller un petit peu plus loin, je vais retourner dans la société Cronus, qui est la société source, et je vais créer un nouveau groupe contact client. Donc là, je crée un groupe pour des clients litigieux. Je lui renseigne aussi le compte collectif. Et puis, on va aller vérifier ensuite dans l'autre société que ces informations ont bien été ajoutées. Donc, on voit bien dans le groupe compta que nous avons notre nouveau groupe litige. Alors, en plus, cette gestion, moi j'ai donné un exemple avec une société qui était vide, donc on est parti de zéro, mais elle peut aussi se mettre en place dans des sociétés qui possèdent déjà des données. Par contre, il faut aussi savoir que la suppression d'enregistrement dans la société source ne va pas supprimer les enregistrements dans les sociétés qui en dépendent. Donc, voilà pour cette partie des données commerciales. Nous allons passer maintenant à la gestion financière avec 3 points. Un, sur les comptes de tiers, sur l'utilisation de plusieurs comptes collectifs. Donc, on pourra parler de multicollectifs. Ensuite, la TVA avec une nouveauté qui est la déductibilité totale partielle. Et puis ensuite, des analyses, un regroupement ou croisement des données. Donc, passons d'abord au compte de tiers. Alors, nous devons d'abord paramétrer dans les achats ou dans les ventes la possibilité d'utiliser plusieurs groupes de comptabilisation. Donc, ça veut dire qu'un client ou un fournisseur va pouvoir passer des écritures en changeant le groupe qui est a priori défini
dans sa fiche. Donc, on active l'autorisation. Ensuite, on va devoir aller dans les groupes compta pour indiquer les groupes qui sont associés au groupe initial. Donc là, si notre client, notre fournisseur a un groupe compta national, ici, on va lui associer un groupe France et on va lui associer un groupe immobilisation. Il faudra par la suite indiquer sur la fiche du tiers qu'on autorise l'utilisation de plusieurs groupes. Donc nous allons continuer avec ce fournisseur à qui nous allons pour une fois acheter des immobilisations. Donc je vous ai préparé une facture avec une ligne d'immobilisation, voilà, tout à fait classique, et donc nous allons changer ici dans le groupe compta fournisseur le national, on va le changer pour lui mettre le groupe IMO. Nous allons valider la facture d'achat pour ensuite regarder les écritures qui ont été générées. J'ouvre la facture comptabilisée, je recherche les écritures et nous allons nous concentrer sur les écritures comptables. Et donc là, on peut remarquer que le collectif utilisé est un 404 000 pour les immobilisations et non pas le 401 000 qui était initialement prévu. Et de la même manière, dans l'écriture comptable fournisseur, on voit bien que le groupe de comptabilité est immobilisation. Donc voilà pour cette partie multicollectif. Nous passons ensuite à la TVA. Donc, on va pouvoir maintenant, pour les achats, déduire partiellement ou pas la TVA. La première chose, comme souvent, c'est d'activer le paramétrage. Donc, on va activer cette TVA non déductible. C'est quelque chose, une fois activé, on ne revient plus en arrière. On peut affiner le paramétrage ici pour utiliser le coût qui est non déductible, la partie non déductible de notre écriture pour le remettre sur le compte, sur l'article. Donc en fait, l'article aura le coût hors taxe du document plus la partie non déductible. De la même manière, on va pouvoir faire ça pour le paramétrer pour les immobilisations et le projet. Et ici, nous allons aussi afficher les informations de TVA non déductibles sur les lignes. Une fois cela fait, il va bien falloir paramétrer ces combinaisons de groupes compta. Et donc, ici, j'ai créé un nouveau groupe compta produit déduct que je paramètre avec la possibilité d'autoriser la TVA non déductible. Le pourcentage de TVA non déductible, je l'ai fixé à 50%. Et il y a un troisième paramétrage qui est le compte de TVA achat non déductible, qui, si je laisse vide, cela permettra au montant non déductible de partir dans le même compte comptable que celui de l'achat initial. Sinon, on va pouvoir venir y indiquer un autre compte. Donc, comme tout à l'heure, j'ai fait une facture d'achat. On va retrouver ce paramétrage. Vous allez voir qu'on a maintenant la base de TVA non déductible, le montant de TVA non déductible qui apparaît, puisque je l'ai proposé dans l'affichage. Alors, cette base de TVA non déductible, paramétrée à 50%, on est bien à la moitié de 225, donc 112,5. Et là-dessus, on a recalculé nos 20% de TVA. Alors, je vous ferai remarquer que ici, la partie basse de la commande n'a pas évolué. D'accord?
elle reste avec les informations que nous connaissons. Par contre, on peut s'intéresser aux statistiques de la facture. Et là, on va voir effectivement nos différents montants qui sont là, avec le montant de TVA non déductible que l'on va pouvoir aussi ajuster selon les règles d'écart de TVA paramétrées par ailleurs. Donc, pour continuer, nous allons valider notre facture, aller regarder la facture enregistrée, comptabiliser, rechercher les écritures. Nous allons regarder nos écritures comptables pour voir que le montant hors taxe de 225 € est ici et que le montant de TVA non déductible de 22,50 € a aussi été ajouté dans notre compte d'achat du document puisque le paramétrage avait été laissé vide. Les écritures de TVA, nous allons aussi retrouver les mêmes informations de TVA non déductible, de base de TVA non déductible, de montant de TVA non déductible. Et par contre, dans la base et les montants, en fait, on retrouve les montants qui seront à déclarer. Donc, la base, ce sont les 225 initiaux, moins le montant non déductible. Donc, on arrive bien à 112,50 et le montant de TVA qui est aussi 45 moins 22,5, donc 22,5. Donc là, les écritures de TVA, donc on va effectivement tout retrouver ensuite dans notre déclaration de TVA, puisqu'on ne s'arrête pas là. Et donc, dans cette déclaration, de nouveaux types de montants sont là, donc les bases non déductibles, les montants non déductibles. Et si on se met bien sur la période de notre facture, on retrouve bien tout le détail de notre montant, y compris le montant total, donc pour les deux dernières lignes, le montant total et la base complète de la TVA. Voilà pour ce qui concerne la TVA non déductible. Le troisième point dont je voulais vous parler concerne les analyses. Donc là, je vais partir faire une petite démo. Et donc, cette analyse, l'idée est de pouvoir, sur les pages de liste de Business Central, directement dans le client BC, d'analyser les données sans aller basculer dans Excel ou sans exécuter un état particulier. Voilà, je bascule ici et je vais, par exemple, partir sur les écritures comptables fournisseurs. Donc ça, c'est l'écran que vous connaissez. Et j'ai maintenant ici la possibilité d'analyser mes écritures. Donc je vais passer en mode analyse. La page va se modifier. Alors, je vais ouvrir un nouvel onglet que j'avais déjà travaillé. Donc ici, on va retrouver exactement les colonnes que j'avais tout à l'heure. Pour l'instant, pas réellement de changement, si ce n'est en bas de page le nombre total de lignes. Alors, toute cette page, ça va être la page des données. Alors, si je sélectionne par exemple plusieurs montants, vous voyez que le bas de page, en fait, on a une zone de statistiques, un petit peu comme dans Excel, où on va retrouver la moyenne des informations sélectionnées, le minimum, le maximum et la somme. Ce qui nous manque en général pas mal dans ce style d'écran. Donc les données, et sur le côté, si vous remarquez bien, on a deux petites choses
qui vont nous permettre de construire nos analyses. Donc, une partie colonne. Donc, on va retrouver les informations de ma page qui sont là. On va pouvoir avoir une zone de regroupement des lignes et puis les valeurs que l'on souhaite afficher. Donc là, il propose, par rapport à notre page, tous les montants. Alors, je vais garder, par exemple, simplement la colonne montant pour faire une petite analyse. Donc, il y a pas mal de montants sur la page. Je vais garder que le montant. J'ai ici mes différentes colonnes. Alors, je peux dire que je ne veux plus visualiser la date de document, mais quand on crée une nouvelle vue d'analyse, on peut très bien venir ici partir d'une page vide et puis aller se reconstruire une analyse. Par exemple, je prends le type de document. Alors, j'ai additionné le montant, donc ce serait pas mal aussi de le mettre dans mes colonnes. Et puis ici, j'ai simplement envie d'avoir le montant par type de document. Je vais aller prendre le type de document et venir le mettre dans mon groupe de lignes. Et voilà, donc j'ai la somme de mes paiements, j'ai la somme de ma facture, et puis là, je n'ai aucun type de document. Donc, on a regroupé, on a les sommes, et ensuite, si on déplie, on a le total. On peut aussi, sur cette page, tout simplement, aller poser des filtres et demander, par exemple, un type de document en particulier. On va enlever nos documents vides, on va demander que les factures ou les avoirs. On va décocher ça. Donc, n'ayant pas d'avoir, on se retrouve simplement avec les factures. Donc, on a les montants des factures. On peut vouloir les avoir par date. Ici, je peux me mettre en mode pivot. Et là, dans le mode pivot, je vais faire des colonnes. Et là, dans les colonnes, on me propose, alors, on va agrandir un petit peu, non seulement la date de comptabilisation de mes écritures, mais on a aussi déjà l'année, le trimestre et le mois. Donc ici, je vais me prendre l'année et je vais me faire une colonne par année. Donc ici, j'ai les montants 2022, 2023. Et après, si on travaille par trimestre, on va pouvoir rajouter ici le trimestre. Et en agrandissant, enfin en déployant ma colonne, je vois les trimestres qui apparaissent et la somme par trimestre de mes factures. Alors, les onglets à double clic et je peux renommer facture par période, par exemple. Alors, on va pouvoir aussi dupliquer notre onglet, organiser, déplacer vers la droite, la gauche, voilà, des petites choses comme ça. On va pouvoir aussi, quand on est dans le tableau, exporter nos données ou en CSV ou en Excel. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de pouvoir que vous puissiez construire une analyse en restant dans Business Central. Si je quitte ce mode analyse, je reviens dans mes colonnes, tout simplement, et je reviens en mode analyse, et les colonnes que j'avais créées sont restées. Donc ici, par exemple, j'avais déjà créé un solde par groupe comptable. Donc, si on veut voir, effectivement, on a créé un nouveau groupe de comptabilisation qui s'appelait immobilisation, qu'on a retrouvé dans nos écritures fournisseurs. Ça nous permet ici de pouvoir scinder les écritures, les montants de notre fournisseur dans les différents groupes de comptabilisation.
Donc, une nouvelle fonctionnalité, pas forcément d'état standard qui existe et qui reprend cette nouvelle information. Donc, on peut se construire cette analyse. Un autre exemple, ça va être la balance par période. Donc, ça, c'est un état qui existe. Hein. Je vais le lancer pour les comptes de gestion. On va faire un aperçu. Là, je ne vais pas plus loin. Et non, il revient toujours à la même. Bon, alors, je vais essayer de mettre une période. Un aperçu, ça va beaucoup mieux. Donc, cet état va bien nous ressortir nos comptes de gestion avec les montants par période. Voilà. Donc là, on a un état. Et en fait, on va pouvoir, cet état-là, par exemple, assez facilement, le refaire dans les écritures comptables. Je passe en mode analyse. Et ici, je vois que j'ai mes balances par période. Donc, j'ai repris 2 années. Derrière, j'ai découpé par période ici pour le mois. Donc voilà, donc, cette partie analyse va vous permettre de laisser libre cours à votre imagination, à garder les analyses chez vous, enfin, dans votre business central, sans avoir à ouvrir d'autres outils. Alors, je vais rebasculer maintenant sur ma présentation. Voilà, la partie analyse, donc ce que je vous ai montré. Et on va faire un petit récapitulatif de ce que nous avons vu. Donc, en synthèse, l'ergonomie, des pièces jointes, des menus qui sont personnalisables, la lisibilité, la chaîne d'approvisionnement avec un mot d'ordre qui est la simplification dans les ordres de transfert, les flux logistiques, la traçabilité, la gestion commerciale avec une politique de validation de factures intersociétés, la possibilité de dupliquer des données d'une société vers une autre, et dans la partie gestion financière, du multicollectif, de la TVA non déductible et des analyses dans Business Central. Alors, toute cette liste n'est pas exhaustive, il y a encore d'autres choses qui sont dans le produit, mais j'espère que je vous ai montré en fait les choses qui vous intéresseront le plus. Voilà, je vous remercie et je vais laisser la parole à Marie. Merci beaucoup pour cette présentation. La session questions-réponses. Et première question pour vous, Grégory et Catherine. Y a-t-il déjà de la TVA non déductible en Belgique et comment cela va-t-il se passer? Alors, oui, très bonne question. La TVA, la fonctionnalité de TVA non déductible existe déjà en Belgique, comme dans d'autres pays, alors de mémoire l'Espagne, l'Italie. Et donc, pour l'instant, ces fonctionnalités restent dans ces bases localisées, mais elle va être remplacée par la fonctionnalité que je vous ai montrée. Et donc, dans le cycle de vie de la solution, en fait, 3 versions majeures vont passer avec la coexistence des 2 fonctionnalités. Et au bout de ce laps de temps, en fait, la fonctionnalité qui est locale va disparaître donc, au profit de cette nouvelle fonctionnalité. Donc ça, c'est un processus qui se passe régulièrement maintenant, un processus qui est appelé la délocalisation, où en fait des fonctionnalités qui étaient locales à des pays finalement intéressent d'autres pays et donc elles sont passées au niveau mondial, international,
et les fonctionnalités locales sont abandonnées au fur et à mesure. Merci beaucoup. Seconde question. Peut-on synchroniser des tables qui ne sont pas dans la liste? Alors, donc, je pense que vous faites référence à la synchronisation des données. Donc, effectivement, certaines tables sont prévues là d'entrée de jeu dans la synchronisation, mais il y a un petit bouton nouveau qui vous permet d'ajouter des tables qui sont propres à vos sociétés pour les synchroniser. Alors, juste une petite remarque concernant cette synchronisation, c'est vraiment fait pour des tables de paramétrage, des tables clients ou des tables vraiment de référence, hein, mais pas pour des tables d'écriture. Merci beaucoup. Autre question. Quand est prévue la gestion de la facture électronique? Greg, c'est peut-être… Absolument. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Microsoft fait déjà de la facturation électronique depuis de nombreuses années dans plusieurs régions du monde, hein. C'est par exemple le cas au Danemark, la Norvège, l'Italie ou l'Espagne. Donc globalement, pour répondre à ce besoin qui se généralise du coup de plus en plus sur l'ensemble, on va dire, des pays du monde, donc notamment la France, hein, on connaît le calendrier, Microsoft est en train de développer des connecteurs qui vont pouvoir se connecter du coup directement avec les services publics dans les pays où cela serait une exigence, on va dire, légale. Ça veut dire qu'en France, concrètement, on pourra avec Business Central se connecter directement du Chorus Pro dans les deux sens, donc en émission et en réception. En termes de planning, ces nouvelles fonctionnalités seront incluses et sont annoncées dans la version majeure d'avril 2024. Voilà. Et il faudra bien entendu être dans les dernières versions, hein, comme l'avait précisé dans le cycle de vie des solutions Catherine en début de réunion. On est désormais sur des cycles de 18 mois. Donc il faut être forcément à jour pour pouvoir bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités. Et si vous ne l'êtes pas, hein, parce que tout le monde n'aura pas forcément migré à date, on pourra étudier au cas par cas, on va dire, la situation avec nos clients, notamment avec un de nos partenaires donc, qui développe une apps qui s'appelle Continia et qui est une apps de dématérialisation dont est équipé déjà pas mal de nos clients et qui permet du coup de dématérialiser les factures entrantes, mais qui va permettre également et qui permet déjà de dématérialiser les factures clients sortantes. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Question suivante. Est-ce que les montées de version sont payantes? Alors, bonne question. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Alors déjà, en version SaaS, les montées de version, elles se font automatiquement, hein. Comme on l'a dit, il y a des versions mineures tous les mois qui vont se mettre à jour automatiquement et les mises à jour majeures donc tous les 6 mois. Pour les versions majeures, on met en place sur l'ensemble pour l'ensemble de nos clients des outils qui vont permettre de vérifier la bonne compatibilité, on va dire, des adaptations qui sont réalisées. Et au besoin, on va proposer des prestations d'accompagnement, notamment pour les phases de test. Si on est en mode on-prem, donc on-premise, des prestations vont être nécessaires, hein, clairement, pour passer d'une version à une autre. Et en fonction de la version d'origine, donc on soit d'ores et déjà sur du Business Central ou des anciennes versions comme Navision, le nombre de jours forcément pourra varier sensiblement. Ce qu'il faut se dire, c'est que plus on est en retard, plus ces prestations de migration forcément peuvent être importantes. Merci. Et enfin, dernière question. Qu'en est-il de l'intelligence artificielle avec Microsoft? Je peux répondre à celle-là, Greg? Absolument. Alors, l'intelligence artificielle, effectivement, c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour, qui est à la mode. Alors, je ne vous en ai pas parlé, donc je vous ai dit que la présentation n'était pas exhaustive quant aux fonctionnalités montrées. Business Central montre déjà quelque chose avec l'intelligence artificielle, mais dans la version US. Donc, j'ai voulu me focaliser sur des choses qui sont sorties maintenant pour nous. Donc, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Alors, d'une manière générale,
l'intelligence artificielle chez Microsoft est un projet qui s'appelle Copilot, et qui est en fait une sorte d'assistant personnel et qui est intégré à toutes les applications. Donc, ce ne sera pas seulement dans du Business Central, ce sera aussi dans du Word, dans du Excel, dans du Teams. Alors, par exemple, dans Teams, vous allez lancer le Copilot et puis pendant la réunion, et puis à la fin de la réunion, on va lui demander est-ce que tu peux me résumer la réunion? Voilà. Donc ça c'est l'idée de ce Copilot qui va être là pour générer les tâches du quotidien. Et donc, ça ne va faire que prendre de l'ampleur. Et donc, j'espère pouvoir vous présenter dans la version française ce qui a été présenté dans la version US en VC22, qui est encore quand même en pré-version usage limité, donc à voir comment ça va sortir. Mais en tout cas, dans cette version-là, ça a été utilisé pour pouvoir définir un texte marketing pour les articles, donc en utilisant en particulier ce qu'on appelle les attributs dans Business Central. Donc Copilot va utiliser les attributs d'un article pour pouvoir présenter un texte marketing pour cet article. Alors après, on peut aussi imaginer d'autres cas d'usage, comme par exemple l'explication de rapports financiers, ou alors après, puisqu'on a aussi une liaison avec Outlook, pourquoi pas écrire des mails à un client en fonction de son historique. Mais là, ce sera pour nos prochaines présentations, peut-être dans un an. Voilà. Eh bien, écoutez, il semblerait que nous n'ayons plus de questions. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous communiquerons le replay de cette conférence web dans un délai de 24 à 48 heures. Vous pouvez également retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. Très bonne journée. Bonne journée, au revoir.